Bienvenue dans les décideurs de la finance. On va s'intéresser cette semaine à la question de l'entreprise familiale. Une entreprise familiale qui est souvent au cœur de l'actualité. On pense à la famille Hermès, on pense également à la famille célèbre Wendel, plus près de l'actualité encore Robert Louis Dreyfus ou Jacques Servier. J'ai le plaisir pour évoquer ce sujet de recevoir Valérie Tandeau de Marsac. Bonjour. Bonjour. Associée chez Jeantet, un cabinet d'avocats bien connu. Et vous êtes la responsable de Jeantet Family. Une entité que vous avez lancée il y a peu de temps finalement, spécialisée sur cette problématique de l'entreprise familiale. Comment c'est né en fait? Pourquoi vous êtes dit il y a un marché? D'abord, c'est une expérience moi que j'ai de longue date. C'est-à-dire que je crois que la première affaire familiale sur laquelle j'ai travaillé, c'était à l'époque où j'étais même pas encore avocat, mais banquier d'affaires. Il s'agissait du rapprochement de ELM Leblanc et des Chaudières de Ville. Donc ça remonte à 1990, donc vous voyez, c'est assez ancien. J'ai beaucoup travaillé pour des entreprises familiales lorsque j'étais avocat chez Archibald, Arthur Andersen. Et puis Jeantet de son côté, Jeantet que j'ai rejoint en 2008, a aussi une longue pratique de travailler pour des entreprises familiales. Et donc l'idée, c'était de capitaliser sur nos savoir-faire respectifs pour proposer une offre dédiée à ces entreprises familiales. C'est un gros marché, les entreprises familiales, parce que tout le monde a en tête les grandes entreprises multinationales, finalement anonymes, les sociétés anonymes. Est-ce qu'en France, il y a un terreau particulier? C'est difficile de les décompter exactement parce que l'appareil statistique ne le permet pas en l'état, même si il y a des recommandations qui ont été faites dans ce sens-là, et notamment dans le rapport Mellerio remis à Hervé Novelli il y a 2 ans. Donc mais grosso modo, c'est 10% des entreprises françaises, 25%? Alors, ça dépend en fait de la taille. Plus les entreprises sont petites, plus elles sont familiales. Mais grosso modo, sur le segment des grandes entreprises, il doit y avoir à peu près 20% d'entreprises qui sont familiales. Mais si on est sur le segment des ETI, alors ça c'est encore difficile parce que les statistiques se recoupent mal, mais on est entre 50 et 75%. Ce qui est assez logique, hein. Souvent une entreprise naît d'un fondateur, d'une aventure familiale, et puis avec l'âge, elle se perpétue ou pas, et la famille garde ou pas le contrôle. Et c'est l'enjeu d'ailleurs de ce livre que vous sortez chez Herold, Guide pratique des entreprises familiales, dont on va voir quelques-uns des points ensemble. Déjà, donc, on voit la définition, j'imagine, varie, parce que comment est-ce qu'on place le curseur? Est-ce que pour être une entreprise familiale, il faut avoir la main sur le capital, sur le management, sur d'autres choses? Alors, justement, il existe toutes sortes de définitions. Il en existe de très, très nombreuses. Hein. On a recensé plusieurs dizaines. La Commission européenne propose une définition. Le Family Business Network en propose une autre. Le Groupement européen des entreprises familiales en propose encore une autre. Enfin, bon, voilà. La mienne, c'est que... D'abord, il y a évidemment un critère de détention capitalistique, et là, je crois que toutes les définitions convergent vers 25% de détention du capital pour les entreprises cotées, 51% pour les entreprises non cotées. Donc ça, je crois qu'il n'y a pas tellement de discussion là-dessus. Et après, moi, je trouve qu'il est intéressant aussi de faire une distinction entre, on parle souvent des entreprises patrimoniales et familiale. Et effectivement, je trouve que cette distinction-là, elle est intéressante parce qu'elle introduit une notion subjective qui, à mon avis, est importante. Ce qui caractérise les entreprises patrimoniales et familiales, évidemment, c'est le fait que le patrimoine privé et le patrimoine professionnel se recoupent. Et donc, et c'est pour ça que la distinction patrimoniale et familiale est intéressante, parce que patrimonial, ça désigne l'entreprise plutôt comme un moyen d'accroissement du patrimoine privé de l'entrepreneur, alors que familial, il y a une notion de subjectif de transmission. C'est-à-dire qu'il y a une vision long terme. De dynastie, quelque part, finalement, de transmission. Oui, enfin, je ne sais pas s'il faut parler de dynastie, parce que finalement, c'est un côté presque un tout petit peu péjoratif. Et puis, les professionnels dans ce milieu-là, ils parlent volontiers de next generation. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour les générations suivantes? Enfin bon, ça revient au même. Mais ça revient au même, et l'idée, de passer les générations. Et l'idée, je pense, le mot-clé, là, c'est pérennité. Assurer la pérennité de l'entreprise. Et ça influence forcément la gestion à court, moyen, long terme. C'est-à-dire que si on travaille pour ses petits-enfants, hein, quelque part, on ne fait pas forcément les mêmes choix que si on travaille pour les actionnaires de Wall Street qui demandent des comptes trimestre après trimestre. Exactement. Et c'est en ça, je pense, que les entreprises familiales sont aujourd'hui un objet de grand intérêt de la part d'un certain nombre de chercheurs. C'est parce qu'elles sont beaucoup plus orientées vers le long terme. Et évidemment, la crise
enfin, je veux dire, la crise ayant passé, elles deviennent beaucoup plus intéressantes par ce focus qu'elles ont sur le long terme et non pas du tout sur le court terme. Alors, vous recensez 4 enjeux dans ce monde de l'entreprise familiale qui sont importants justement pour assurer cette pérennité. L'un des premiers enjeux, bien sûr, c'est la gouvernance. La gouvernance parce qu'il y a différentes sphères qui se recoupent, la famille, l'entreprise et puis l'actionnariat. Et il faut organiser finalement ce maillage. Exactement. La gouvernance, la complexité de la gouvernance dans les entreprises familiales naît précisément des intersections entre ces 3 sphères. Est-ce qu'il y a des règles là? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui marche mieux? Parce qu'on a des exemples différents. On voit la famille Hermès qui veut regrouper tout dans une holding. On voit la famille Auchan qui n'est pas cotée. Enfin, la famille Muliez. La famille Muliez, la famille Muliez, c'est extrêmement intéressant. C'est une galaxie. En fait, ils ont constitué des sociétés civiles. Il y a, je crois, c'est un marché non coté, mais qui s'organise comme un marché en fait. C'est un marché non coté. C'est une bourse familiale. C'est une bourse intrafamiliale, effectivement. Alors, il n'y a pas vraiment pour répondre à votre question, il n'y a pas vraiment de règles. En revanche, c'est vrai qu'il y a des bonnes pratiques. Et c'est un petit peu celle-là que j'essaye de passer en revue. Alors, dites-moi. Les bonnes pratiques, c'est effectivement une charte familiale. C'est assez fréquent de rédiger une charte familiale, en plus, qui se distingue évidemment du pacte d'actionnaires, et qui n'est donc pas seulement... qui ne traite pas seulement des aspects juridiques. Par exemple, qu'est-ce qu'on trouve dans une charte familiale? Dans une charte familiale, on va trouver des règles, par exemple, quant à la présence de membres de la famille dans l'entreprise. Fréquemment, on essaye de poser des règles, c'est-à-dire en termes de niveau d'éducation, d'expérience acquise peut-être à l'extérieur. Études, au sens études, oui. À l'anglo-saxonne. Oui, education, oui. C'est vrai qu'on a tendance à être un peu angliciste dans ce genre de sujet parce que les Américains sont très en avance. La recherche sur les entreprises familiales à Harvard et dans les autres universités américaines date des années 70. Et puis les problèmes de gouvernance se complexifient à mesure que les générations passent aussi. Exactement. Il y a le fondateur, qui est le patriarche ou la matriarche, ça peut être une femme. C'est plus souvent un homme. C'est plus souvent un homme encore, mais ça viendra. Cette époque où ça sera des femmes. Le fondateur, il n'y a pas photo. Les frères et sœurs, c'est plus compliqué, mais on arrive à s'entendre. Et puis alors, la troisième génération entre cousins, c'est là où ça Exactement. ça devient compliqué. Et alors, dans les bonnes pratiques aussi, je crois que le fait de faire l'exercice de rédiger une charte familiale oblige les membres de la famille à se rassembler et à réfléchir ensemble à un avenir commun. Et déjà, ça en soi, c'est un exercice qui est extrêmement important pour la cohésion familiale. Quand on vient vous voir, vous, en tant qu'avocate, c'est parce que ça ne va pas trop bien dans la majeure partie des cas et donc il faut justement avoir recours à un avocat ou au contraire pour anticiper l'avenir? Soit on vient nous voir quand le conflit est avéré, ça c'est quand même effectivement fréquemment le cas. Des cas, oui. Conflit entre 2 branches familiales, situation de blocage entre 2 branches, c'est-à-dire incapacité à prendre des décisions, parce qu'on est souvent dans des situations, par exemple, 50-50, et puis voilà, plus rien ne peut se passer. Mais c'est vrai que ce que nous essayons de faire, c'est d'inciter aussi nos clients à anticiper, et anticiper notamment les problématiques de transmission, précisément aux générations suivantes. Donc on a vu la gouvernance, premier enjeu. Deuxième enjeu, le financement de la croissance. Alors, c'est vrai que les recherches montrent que les entreprises familiales ont tendance à plafonner sous un seuil de chiffre d'affaires qui s'établit aux alentours de 75 à 100 millions de chiffre d'affaires. D'accord. Au-delà, c'est difficile de financer. Alors, on appelle ça le plafond de verre, et c'est un petit peu le plafond de verre de la croissance. Voilà. C'est ce qu'une famille peut financer sur ses fonds propres. Exactement. Et en autofinancement. Après, ça devient un peu compliqué. Après, ça devient un peu compliqué. Et donc là, l'idée, c'est de voir si... moi, ce que j'ai essayé de voir en fonction de ma pratique personnelle et de ma connaissance, notamment du private equity, puisque c'est un marché que j'ai aussi accompagné pendant toute la décennie durant laquelle il s'est développé en France. Donc l'idée, c'est de voir s'il y a des outils d'ingénierie juridique et financière développés pour le private equity qui peuvent être adaptés, transposés à la problématique spécifique des entreprises familiales, qui consiste donc à se doter d'outils de financement sans pour autant compromettre la détention du capital. Et pas diluer trop. Voilà.
la participation de la famille. Autre point qui se pose, la transmission, bien sûr. La transmission. Alors là, il y a une dimension fiscale notamment. Il y a une dimension fiscale extrêmement importante et extrêmement favorable. Il y a un environnement fiscal français très favorable. Les choses ont changé hein, depuis Dutreil. Depuis Dutreil. Bon, les premières réformes datent maintenant presque d'une dizaine d'années et puis elles ont été progressivement complétées, assouplies, ce qui explique que c'est un mécanisme d'ailleurs encore un petit peu méconnu. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce mécanisme Dutreil? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a la possibilité de transmettre en exonération partielle de droits avec des taux de fiscalisation sur la partie de l'entreprise qui est transmise qui peuvent descendre en dessous de 4%. Donc c'est quand même vraiment très, très incitatif. Mais avec des contreparties assez rigides, puisque la contrepartie essentielle, c'est la nécessité de conclure ce qu'on appelle des pactes Dutreil, qui ne sont rien d'autre que des engagements de conservation des titres objets de la transmission qui vont jusqu'à 6 ans. 6 ans. 4 plus 2, ou 2 plus 4. Enfin. Et puis le dernier point, hein, l'international, ça c'est aussi quelque chose que vous avez regardé beaucoup dans cet ouvrage. Hein, je rappelle son titre, le guide pratique des entreprises familiales chez Erol. Pourquoi regarder l'international? Parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de faire l'inventaire de ce qui se pratique à l'étranger, de mieux comprendre comment le trust est utilisé dans les pays de common law. Ouais, ça n'existe pas trop dans la culture latine, ça. Ça n'existe pas dans le droit, dans les droits romains, ça n'existe pas. Ce qui existe en revanche, c'est la fiducie. La fiducie existe en France aujourd'hui après un long accouchement juridique, puisqu'il a fallu très longtemps pour introduire cet outil juridique en droit français. Vous voyez des gens qui y recourent dans votre clientèle? Oui, je dois dire qu'au cabinet, nous avons plusieurs de mes associés qui sont spécialisés là-dessus. Et ce que nous voyons comme montage, c'est plutôt en matière de financement. Et là, moi, l'objet, c'est aussi de réfléchir à la manière dont la fiducie pourrait être utilisée dans le contexte des entreprises familiales, avec malheureusement un gros frein juridique, c'est qu'en France, on n'a pas voulu autoriser l'usage de la fiducie libéralité, ce qu'on appelle la fiducie libéralité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser la fiducie pour transmettre à titre gratuit. D'accord. Parce que ça, c'était la grande crainte du législateur. De contourner la fiscalité. De contourner surtout le droit des successions, en fait. Mais quel est l'avantage, sinon, au-delà de ce point précis de la fiducie pour une entreprise familiale? Alors, limité, compte tenu de la prohibition de la fiducie libéralité, pour être honnête, assez limité, mais il peut y avoir des montages temporaires. Et notamment, c'est un outil qui peut être utilisé pour gérer des situations temporaire. D'accord. Une sorte de régence, en fait, appliquée à l'entreprise quand les héritiers sont trop jeunes. Quand les héritiers sont trop jeunes, ou en cas, ça peut exister, d'incapacité temporaire du chef d'entreprise ou des choses comme ça. Voilà. Tout ce qui est temporaire, la fiducie peut être utilisée. Et puis après, ce qui existe aussi dans les pays de droit civil, il y a des mécanismes fiduciaires qui s'apparentent plus ou moins, ou qui reposent plus ou moins sur l'utilisation de fondations. Et là, on ouvre le champ de tout ce qui est philanthropie. Et ça, c'est un point important que vous soulignez aussi. Oui. La philanthropie, finalement, l'entreprise familiale et la philanthropie, ce sont deux mondes qui se rejoignent au confluent de Ce sont deux mondes qui se rejoignent de plus en plus. À l'anglo-saxonne, encore une fois. Exactement, à l'anglo-saxonne. Je pense qu'il y a beaucoup de place pour une évolution dans ce sens-là en France. C'est assez logique parce que les entreprises familiales sont très attachés à leur environnement local, à leur territoire local. Et donc, il est assez logique qu'elles s'intéressent aussi à un objectif. Et puis, ça rejoint un petit peu la notion d'entrepreneuriat social, etc. Donc, je veux dire, là, on voit à nouveau quelque chose d'un petit peu transversal qui se développe, qui est la philanthropie familiale. Pour information, par exemple, le Centre français des fondations a créé un groupe des fondations familiales. Donc vraiment, c'est vraiment un mouvement qui se dessine de façon assez nette. Bon, eh bien écoutez, on a ouvert pas mal de portes. Les réponses en détail sont dans cet ouvrage. Merci Valérie Tando de Marsac d'avoir répondu à mon invitation. À bientôt. Merci.